Merci Annie, merci à tout le monde pour toutes ces présentations excellentes et en particulier les deux dernières qui montrent un point qui est à mon sens essentiel, c'est la disjonction entre les moyens et les buts politiques. Et justement, moi je vais m'intéresser moins aux questions des moyens que je connais moins que les deux précédents conférenciers, mais donc plus sur les aspects politiques. Et finalement, en fait, j'aimerais changer au dernier moment à la volée mon titre pour calquer le mien sur celui en fait de Myriam Medrad qui a fait une présentation spectaculairement convaincante et finalement je renommerai cette présentation extension du domaine de la loi, et je trouve que ces deux ma présentation en tout cas se veut le miroir ou l'autre face de la médaille et justement s'attache à interroger quelle est la réponse politique des États, des démocraties en réalité, pas tous les États, en particulier donc les États-Unis et la France. Et en réalité, quand on regarde ce sujet-là, on se rend compte que c'est un sujet qui est assez peu traité. Tout à l'heure, on a eu le nombre d'articles sur le cyberterrorisme comparé au nombre de morts. On peut faire la même chose, on peut donner le même genre de chiffres sur les articles sur le terrorisme. Donc 90% s'intéressent au terrorisme et seulement 10% à l'antiterrorisme, et dont là-dessus 20% concernent les armes de destruction massive dont l'incidence, si on accepte les actions des États, mais là c'est une question de définition, se limite à une attaque, donc en 95 à Tokyo. Et alors, non seulement l'antiterrorisme est un sujet peu étudié, mais la question de l'efficacité, comme ça a été dit à l'image de ce qui a été dit dans la première présentation de cet atelier, la question de l'efficacité est très très rarement posée. Les études quantitatives sur l'efficacité de telle ou telle mesure terroriste se pose pas en réalité, alors qu'on sait très bien que moi je me place du point de vue du droit, et dans les démocraties contemporaines, l'injonction à faire des études d'impact, à mesurer, à faire des calculs coûts-bénéfices, anticiper des lois qui sont débattues, sont des normes de nature pratiquement constitutionnelle, ou en tout cas sont des normes à forte valeur normative. Et pourtant, dans le cas du terrorisme, on se dit que plus on renforce les moyens, comme ce qui a été dit sur le renseignement, plus on donne de moyens, plus on recrute, par exemple, de policiers, d'agents de renseignement, etc. Ça va c'est mécaniquement efficace. Et donc, la question de l'efficacité se pose assez peu, et in fine la question de la motivation derrière toutes ces lois ne se pose pas, puisqu'on considère que c'est évidemment pour renforcer la sécurité qu'on adopte des lois antiterroristes, mais finalement c'est pas si sûr que ça. Et pourquoi c'est pas si sûr que ça que toutes les lois antiterroristes qu'on adopte depuis plusieurs décennies ne sont pas vouées uniquement à renforcer la sécurité? Il faut pour ça d'abord se concentrer, regarder comment les États ont réagi, et dans les démocraties c'est à peu près toujours la même chose, la réponse pénale et le durcissement continu et irréversible. En réalité j'ai mis quasi irréversible dans ma présentation, mais en réalité on pourrait dire irréversible dans des proportions pratiquement à 100%. Aux États-Unis, donc évidemment, après le 11 septembre, il y a eu le Patriot Act qui a été renouvelé 4 fois, donc en 2005, 2006, 2011 et encore en 2015. En 2004, il y a eu le Intelligence Reform Act qui a agrandi les pouvoirs de l'État en matière de renseignement, puisque le renseignement est une partie importante de la législation antiterroriste, qui a donné plus de pouvoir aux autorités, notamment en termes de contrôle judiciaire, puisque on pourrait rentrer dans les détails, mais donc il y a une cour spéciale aux États-Unis qui décide d'accorder ou non des mandats sous le sceau du secret défense, etc. En France, finalement, on a l'impression que les États-Unis sont plus radicaux, mais en réalité, le droit pénal français va dans une bonne mesure plus loin que le droit américain. Ça a commencé dans les années 80 à la suite
des vagues d'attentats d'origine iranienne, désolé. Donc ça commence en 86, 96, 2006, encore en 2012 après l'attaque de Mohamed Merah, en 2014 et 2015. Donc il y a une accélération avec à chaque fois une extension des pouvoirs de l'État qui flirte de plus en plus avec les libertés défendues constitutionnellement et conventionnellement. Au Canada, on pourrait citer la loi C-51 et comme l'a rappelé Aurélie Campana hier, il n'y a pas de contrôle judiciaire ni parlementaire des services de renseignement. Donc on voit que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors que là, on parle de 3 pays qui ont déjà des droits pénaux qui sont relativement sévères. Donc aux États-Unis, évidemment, il y a la peine de mort. Au Canada, le meurtre, c'est automatiquement la peine à perpétuité. En France, la procédure pénale, même pas en matière terroriste, mais de droit commun, a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme, et y compris par le Conseil constitutionnel, donc qui veille au respect des lois, au respect de la Constitution par les lois. Donc on a déjà des droits qui sont très sévères et en matière terroriste qui donnent encore plus de pouvoir. Et donc on se demande quelle est la finalité, quelle est l'efficacité de ces lois, alors que les acteurs eux-mêmes sont au moins dubitatifs. Cette année, un rapport du FBI est sorti pour dire que aucune affaire de terrorisme n'avait été que les nouveaux pouvoirs accordés depuis 2001 n'avaient pas eu d'impact décisif sur les attentats prévenus donc depuis une quinzaine d'années. En France, le ministre de l'Intérieur, après avoir défendu la nouvelle loi de 2015 qui donne beaucoup de pouvoir aux agences de renseignement, après 45 minutes à avoir défendu ça, annonce que finalement le problème c'est pas de récolter l'information, de récolter le renseignement, enfin l'information, d'en faire du renseignement, mais de l'analyser. Donc finalement, donner des moyens pour collecter plus de renseignements sans poser la question de son traitement est donc le ministre lui-même reconnaît que donc cette loi finalement est d'une certaine manière inutile, ou du moins elle rate sa cible en partie. Donc voilà pour la réaction d'une manière générale des démocraties face aux enjeux terroristes contemporains. Et alors, on se demande évidemment pourquoi les États réagissent de cette manière. Ça a été un peu évoqué dans la théorie la plus répandue, a été évoquée par le conférencier précédent. C'est qu'il y a une demande de sécurité de la part de l'opinion et le législateur offre cette sécurité en adoptant des lois plus sévères. Mais le problème, c'est que ça exonère beaucoup les dirigeants de leur propre motivation. Et ce qu'on regarde quand on voit les études d'opinion américaines, c'est qu'en réalité, la demande de sécurité mesurée par des sondages vis-à-vis des différentes mesures proposées ou déjà adoptées connaît un pic, évidemment, rapidement après le 11 septembre, mais que dès un an après le 11 septembre, donc en septembre 2002, le niveau de demande de sécurité était retombé à un niveau assez proche de l'état pré-11 septembre. Et donc finalement, on a une déconnexion entre l'offre de sécurité et la demande de sécurité. Non, les dirigeants veulent étendre les pouvoirs de l'État indépendamment en réalité de la demande de la population. Les dirigeants ne font pas que répondre à la demande des populations, mais et donc la conclusion de ça, c'est qu'ils n'offrent pas de la sécurité, mais ils offrent un sentiment de sécurité, ce qui pose évidemment des problèmes fondamentaux qui, là encore, ont été évoqués. C'est que plus on promet de la sécurité, plus, en cas d'échec, la riposte est violente. Et elle est d'autant plus violente qu'on a demandé aux gens de sacrifier une partie de leur liberté fondamentale en leur disant liberté contre sécurité, mais si on a moins de liberté et la sécurité qui ne s'améliore pas, évidemment, le retour de manivelle politique est violent. Donc voilà, voilà un petit peu le résultat de ce qu'on peut dire sur quelles sont les motivations du législateur et plus généralement des dirigeants démocratiques face aux enjeux terroristes. Et pour
dans un dernier temps de cette présentation, je voudrais insister donc sur les problèmes, sur les défis politiques en réalité que pose le terrorisme. Et c'est là que je reviens à la présentation de Myriam Benrad. C'est l'ignorance ou l'incrédulité devant le défi politique posé par les acteurs terroristes qui est au fondement d'un nombre de problèmes incalculables et qui fait que, évidemment, on reporte tout le fardeau de l'antiterrorisme sur les services de renseignement, sur les militaires, sur la police, sur la justice, qui devraient être en fait que les derniers maillons d'une chaîne, en réalité. Donc évidemment, c'est bien, on a beau jeu de dire ah oui, les services ont failli, mais c'est parce que c'est eux qui portent l'essentiel du fardeau de l'antiterrorisme, alors que la réponse politique n'existe que marginalement. On pourrait parler des problèmes généraux causés par une réponse uniquement répressive au terrorisme. Hein. Il y a d'abord une question d'image et de réputation. Hein. On peut calculer que chaque demi-heure perdue dans les aéroports américains pour des raisons de sécurité coûte à peu près 5 milliards par an. En France, justement, la nouvelle loi sur le renseignement qui est très intrusive sur le net a fait que des entreprises ont déménagé leurs serveurs vers l'étranger. Donc il y a un coût d'image, un coût économique associé à la répression continue qui existe. Deuxième problème, c'est évidemment la menace envers le pluralisme qui est une composante fondamentale de la démocratie, puisque des opinions dissidentes, mais qui devraient être tolérées et même encouragées en démocratie, se voient tomber de plus en plus facilement sous l'appellation d'activité terroriste. Par exemple, aux États-Unis, si la définition juridique d'une activité terroriste définit qui va investiguer, avec quel pouvoir, et c'est des pouvoirs qui réduisent les droits de la défense, donc ça pose des problèmes très réels de droits fondamentaux. Et finalement, pour le dernier et peut-être le plus important problème de la réponse répressive face au terrorisme, c'est qu'on ne se pose pas la question de savoir pourquoi il est pertinent, pourquoi il est populaire et pourquoi et finalement on ne fait que disqualifier ce genre d'engagement sans se poser la question de pourquoi des gens s'engagent de manière sincère là-dedans. Et c'est relié plus généralement à une absence de questionnement sur le genre de politique que les démocraties mènent, et en particulier au Moyen-Orient. La politique étrangère de plusieurs pays, donc comme le soutien à des dictateurs imberbes au nom de l'empêchement de l'arrivée au pouvoir de dictateurs barbus, mais qui finalement finissent par arriver parce qu'à force de protéger les imberbes, les barbus deviennent de plus en plus populaires et de plus en plus saignants. Deuxième problème dans la politique. Bah oui, ça dépend de la longueur. Hein. Deuxième enjeu, évidemment, qui aurait mérité toute une présentation ici, c'est évidemment le soutien inconditionnel à Israël, qui évidemment dans la politique coloniale pose d'innombrables problèmes depuis des décennies. Et enfin, ce qui a été aussi évoqué, c'est le fait que les puissances considèrent donc le Moyen-Orient comme un champ de bataille géopolitique. C'est Pierre Razou qui l'a évoqué. Et dans ce contexte, l'intérêt des populations et la variable d'ajustement. Évidemment, ce genre de politique étrangère génère des frustrations, des griefs et des motivations politiques à des changements radicaux. Il y aurait d'autres problèmes à évoquer, mais puisqu'il reste qu'une minute, je vais conclure en disant que finalement, derrière, quand on cherche,
quand on cherche quand on parle des raisons profondes du terrorisme, souvent on dit oui, mais le problème de la pauvreté, des inégalités n'est pas suffisant puisque c'est pas dans les endroits les plus pauvres qu'il y a le plus de terrorisme. Mais effectivement, c'est vrai, les raisons fondamentales du terrorisme ne sont pas des raisons d'ordre socio-économique, même si évidemment ce sont des conditions permissives, mais pas suffisantes. Non, ce sont des griefs politiques. Ceux qui veulent recréer le califat veulent un changement radical. C'est un projet anti-hégémonique qui veut bien sûr créer une autre hégémonie, mais c'est un projet anti-hégémonique. Et le défi finalement du terrorisme, c'est un défi. Et là, je reviens sur la question du terrorisme intérieur. C'est le défi du terrorisme et par exemple, des jeunes qui veulent s'engager à l'étranger, c'est le défi de créer une réelle démocratie qui soit inclusive et en fait nier ce défi, nier l'enjeu politique et la nécessité d'apporter des réponses politiques et de prendre au sérieux finalement les griefs exposés par les organisations dont on a parlé tout au long de cette journée. Nier ce défi, ça revient à prendre le risque de vivre d'autres tragédies comme celle qui a l'air de s'être produite aujourd'hui à Paris. Merci.